J'appelle Thibaut Gibelin à me rejoindre. Alors Thibaut, tu prépares un doctorat toujours à Budapest Oui, plus exactement en cotutelle entre Paris et Budapest. Bonjour à tous. Et tu es l'auteur en 2020 d'un livre sur Viktor Orban joue et gagne. Et tu viens aujourd'hui nous présenter un livre, Comprendre la stratégie hongroise, de Balázs Orbán, directeur politique du Premier ministre hongrois, que tu préfaces. Est-ce que tu peux nous présenter cet auteur et puis l'importance de ce livre pour les Européens? Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais commencer mon propos par une citation. C'est une citation de Dominique Vénère dans ses Carnets rebelles. Il écrit ça en 1990. Le grand mouvement qui explose en Europe de l'Est n'est pas, comme feignent de le croire les socialistes occidentaux, une aspiration à une sorte de social-démocratie comme substitut au communisme. C'est un mouvement de fond, une révolution nationale conservatrice en quelque sorte. Le soulèvement populaire qui se développe signifie autre chose, qui n'est pas non plus une victoire du libéralisme comme d'autres le souhaitent. C'est un mouvement qui associe le refus du mensonge socialiste, la revendication fondamentale de l'identité nationale, le réveil des cultures, le sentiment religieux. Le mouvement qui naît et qui n'a pas encore de nom répudie aussi bien le libéralisme que le socialisme. Il est un retour aux sources des peuples. Ce n'est pas de l'Ouest que viendra l'aide au grand soulèvement libertaire et national, mais de ce soulèvement lui-même, et c'est lui qui aidera peut-être l'Ouest à se libérer de ses propres mensonges et de ses propres servitudes. Chers amis, ce texte est très éloquent parce qu'il me semble que le Fidesz accomplit cette potentialité historique qu'appelait de ses voeux Dominique Vénère. Alors, une mise en perspective me semble nécessaire, une trajectoire historique. Dès 1989, Viktor Orban est un jeune dissident engagé qui a fondé l'année précédente l'association des jeunes démocrates, l'acronyme est Fidesz en hongrois, et il donne un discours en 1989 sur la place des Héros, en juin. Il appelle au départ de l'armée rouge contre toute attente. Ça a un écho énorme et quelques semaines plus tard, le rideau de fer cède à la frontière austro-hongroise. C'est le passage des Estiens à l'ouest via cette première entorse au rideau de fer qui va précipiter la chute du mur de Berlin quelques mois plus tard. Viktor Orban, à l'époque, est de tendance libérale par opposition au communisme, mais très rapidement, il va évoluer. En 1993, le Fidesz assume un virage national conservateur et donc entre, je dirais, dans cette tendance, incarne cette tendance que Dominique Vénère pressentait. En 1998, Viktor Orban devient le Premier ministre de Hongrie. Il a alors 35 ans. Il n'a pas les moyens d'imposer, de renouveler profondément l'ordre politique. Il perd le pouvoir 4 ans plus tard. Après 8 années dans l'opposition, de 2002 à 2010, Viktor Orban revient triomphalement au pouvoir, et là, les circonstances ont changé. D'abord, la Hongrie est entrée dans l'Union européenne en 2004, et elle a connu principalement des déconvenues, l'exode de sa jeunesse et le marasme économique. Avec la crise de 2008, le modèle occidental lui-même perd son lustre et devient contesté. Et donc, c'est ce qui explique la révolution conservatrice mise en œuvre en 2010, c'est cette capacité de Viktor Orban à pressentir que les temps ont changé et il va se réarrimer à des positions plus nationales. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a bien un enjeu générationnel, ça a été de donner du sens à la rupture de 1990. Qu'est-ce que c'est 1990? Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est au contraire le retour de l'histoire, la fin du protectorat antinational et supranational tenu par Moscou. C'est-à-dire que le sentiment qui prévaut pour Viktor Orban et ses pairs, c'est l'inverse de Maastricht. Maastricht a permis un saut en avant dans la démarche de dépassement des nations. Au contraire, les Hongrois vont défendre leur propre vision, leur propre intérêt politique.
Mais remettre en cause 1990, c'est aussi remettre en cause 1945. Car 1990, c'est la fin de Yalta. Et la fin de la domination soviétique appelle la fin de la domination américaine sur l'ouest de l'Europe. Et c'est là où le narratif national conservateur hongrois, mais aussi éventuellement polonais de tous les pays d'Europe centrale, peut avoir un écho et peut servir de point d'appui pour sortir de ces mensonges et ces servitudes dans lesquelles les peuples de l'Ouest sont enfermés. Enfin, si on remet en cause 1945, c'est que c'est toute cette période de guerre civile européenne, de suicide européen de 1445 qui tombe, et avec elle, les tendances idéologiques qui ont pris leur essor en 1789. Il y a donc bien plus que la fin d'un régime socialiste en 1990, il y a toute la capacité des peuples européens à reprendre leur destin en main, et c'est exactement ce qui est en jeu aujourd'hui. C'est pour cela que la Hongrie est tant vilipendée, c'est qu'elle montre qu'il y a une voie alternative qui s'appuie sur une interprétation différente de notre histoire. Aujourd'hui, la situation de la France et de la Hongrie peut être analysée, il y a une pertinence à cela, parce que nous sommes sous la même férule, nous sommes tous dans le même modèle de souveraineté limitée dans le cadre de cet Occident collectif. Aujourd'hui, peut-être que ce qui caractérise la Hongrie, c'est un moindre déclin du courage que Solzhenitsyn avait déjà diagnostiqué pour l'Occident à l'époque de son célèbre discours. Il y a aussi la capacité à faire preuve de pragmatisme et de réalisme. Et de ce point de vue, ça nous permet, nous autres, courants de pensée alternatifs, de voir au plus près ce qui peut être mis en œuvre et de ne pas nous en tenir à des considérations intellectuelles qui sont parfois trop détachées des enjeux et de ce que l'on peut effectivement faire. Par exemple, il n'y a pas en Hongrie d'opposition, de dichotomie entre le souverainisme et l'identitarisme. La souveraineté, ça revient au verbe décider, mais décider à l'infinitif, et puis l'identité, c'est le nous. Mais il faut bien combiner l'un et l'autre pour dire « nous décidons » et donc sortir de cette espèce d'hémiplégie qui, je crois, est assez dommageable au camp de la défense des libertés nationales en France. C'est aussi le cas pour la question de la nation et de l'Europe. Viktor Orban est l'un des avocats les plus éloquents aujourd'hui pour la défense et la continuité de la civilisation européenne. Il est aussi celui qui incarne la persistance des revendications nationales, la persistance de revendiquer l'échelon national comme un échelon politique valable et fonctionnel. Enfin, j'aimerais vous présenter les ambiguïtés de la Hongrie actuelle, l'ambiguïté de ce parti, le Fidesz, qui a une énorme place dans le spectre politique. La Hongrie, quand Viktor Orban revient au pouvoir en 2010, Viktor Orban arrive avec une majorité des 2/3 au Parlement, une majorité constitutionnelle qui permet d'entrer dans un nouvel ordre constitutionnel. Et cette majorité des 2/3 est reconduite en 2014, elle est reconduite en 2018 et encore en 2022. Il y a un parti de droite nationale plus dur à sa droite, qui s'appelle Miazank, et puis il y a un gros quart, un petit tiers du Parlement à gauche, qui est acquis à tous les partis qui, je dirais, gouvernent l'Europe ailleurs. Donc c'est quand même un exploit, mais ça indique aussi que le Fidesz est une auberge espagnole dans laquelle il y a beaucoup de tendances. Et en effet, le Fidesz, Viktor Orban, c'est d'un côté l'avocat de la nation hongroise en tant que communauté de culture face au mondialisme, mais c'est aussi l'homme d'État qui défend le mieux le statu quo occidental actuel, l'ordre, je dirais, de Bruxelles et de Washington face à la population hongroise. Il y a ce Janus, ce côté Janus, puisqu'il n'a pas les moyens simplement d'une pleine légitimité. Et là, il faut bien prendre en considération que le nœud gordien qu'il faudrait trancher, qui concerne l'unipolarité américaine, qui concerne
la féodalité financière qui est effectivement régnante aujourd'hui, eh bien, cette domination-là ne peut pas être abattue par la Hongrie. La Hongrie doit donc être le pouvoir politique hongrois et donc ce syndicat de l'intérêt national qui essaie d'étendre la marge de manœuvre de la Hongrie, comme d'une certaine façon le régime socialiste hongrois, tout imparfait et inféodé à Moscou qu'il était, tentait de limiter la logique communiste qui s'imposait alors en Hongrie. Et en fait, c'est une situation que la Hongrie connaissait à l'époque de la domination habsbourgeoise, où l'absolutisme autrichien était en but aux résistances nationales des Hongrois. Donc, ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui, c'est une forme de permanence historique d'une nation qui a conscience de ses intérêts, qui est capable de générer son élite nationale, mais qui aussi garde toujours la mesure dans la confrontation avec le pouvoir impérial, parce qu'elle n'a pas simplement les moyens de s'affranchir pleinement. De ce point de vue, nous autres Français, ce que nous pouvons faire, c'est tirer parti de l'exemple hongrois, là où le bon sens, le pragmatisme, le réalisme peuvent valoir. Et puis c'est, je dirais, pour renvoyer l'ascenseur, de déployer les tendances idéologiques, les références intellectuelles les plus pertinentes que les Hongrois peuvent, à leur mesure, mettre en œuvre. Je pense par exemple à cette approche critique que nous avons désormais de la croissance, du mythe de la croissance, qui est encore peu abouti en Hongrie. Voilà. La Hongrie sert donc de point d'appui, c'est une école de réalisme, et il me semble que la lecture du livre de Balázs Orbán, publié à la Nouvelle Librairie, en partenariat avec l'Institut Iliade, la lecture de ce livre peut nous apporter beaucoup de clés de compréhension sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui et sur les évidentes affinités qu'il y a entre la nouvelle droite depuis 50 ans et la politique hongroise telle qu'elle s'assume depuis une douzaine d'années. Je vous remercie.